Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons une dame, une grande dame. Elle s'appelle Aminata Dramane Traoré. Aminata Dramane Traoré est une ancienne ministre de la Culture, altermondialiste convaincue. Aminata, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. Aminata, vous êtes écrivaine, femme de culture, ancienne ministre, altermondialiste. N'est-ce pas là beaucoup de casquettes? Non, c'est la même casquette. C'est la même casquette. Oui, je pense que la culture est un lieu de combat, de quête d'alternative. Et quand vous dites altermondialisme, c'est plaider pour un monde meilleur. Il n'y a aucune contradiction entre, disons, le projet culturel et cette quête citoyenne et politique d'un monde meilleur. D'accord. Aminata Dramane Traoré, depuis quelques jours, vous aviez lancé votre candidature pour le poste, au poste de secrétariat général de l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire vos motivations pour ce poste? C'est une nouvelle étape de mon combat pour la vérité, la justice et la dignité des Africains, et plus particulièrement des Africaines. Et c'est une perche que l'ONU tend dans le cadre du remplacement de M. Ban Ki-moon aux femmes, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, le choix du secrétaire général donne lieu à un débat. Et par ailleurs, ils ont précisé que c'est ouvert aux femmes. Donc je me suis dit que c'est une occasion pour moi de m'engager dans un processus atypique qui consiste à être présente là où les débats sur les enjeux mondiaux ont lieu. Et précisément pour dire que, en tant que femme malienne, africaine, vous avez oublié de dire panafricaniste. Avant d'être altermondialiste, je suis d'abord panafricaniste. Et à ce titre-là, je ne suis pas dupe. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que le fait de porter une femme à un poste quel qu'il soit peut faire la différence si cette femme fait partie du système. Je sens qu'il y a des candidates, elles ont toutes du mérite, je n'ai aucune prétention, mais je sais que quand Mme Irina Bokova est pressentie, il vaut mieux être là pour dire qu'elle se trompe de combat au Mali, par exemple, dans le domaine de la culture. D'accord. Aminata Dramane Traoré, votre candidature n'est pas portée par le gouvernement du Mali. Est-ce que vous avez l'impression que votre combat n'est pas compris dans votre propre pays? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est un choix. C'est-à-dire que c'est clair qu'au début, j'ai pensé à une candidature officielle. Mais après, je me suis dit, c'est pas la peine de mettre mon gouvernement mal à l'aise, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui s'appelle le devoir de réserve qui ne me caractérise pas. Moi, je pense que l'heure est d'une extrême gravité. Le monde va mal, globalement mal. Et il vaut mieux que je reste sur un terrain qui est le mien, c'est-à-dire la pensée critique, développer une capacité de proposition. Il est de cette élection comme des processus électoraux au niveau local pour moi. J'ai l'impression qu'on accorde tellement d'importance au poste en soi. L'accès devient une fin en soi. L'accès et l'exercice du pouvoir. Mais le processus qui consiste à préparer ceux qui votent, ceux qui vous confient leur destin. Il y a un vide abyssal aujourd'hui, un vide idéologique, politique, et personne ne permet aux Africains, et plus particulièrement aux Africaines, de comprendre le sens du vote. On vote pour un tel, pour telle ou telle raison, l'ethnie, la religion, mais surtout l'argent. Mais il est grand temps de remplir ce vide, de mettre l'accent sur l'éducation citoyenne, la compréhension des enjeux qui permet à chaque électeur ou électrice d'assumer pleinement sa part de responsabilité dans le contrôle citoyen.
des gouvernants locaux, mais moi je me permets aujourd'hui d'aller plus loin en disant qu'il faut cesser d'exiger des Africains le contrôle citoyen quant à la gouvernance locale, mais alors que l'essentiel du pouvoir est ailleurs, à New York, Washington, Bruxelles. L'essentiel du pouvoir est ailleurs, c'est le mot de Aminata Dramane Traoré, candidate pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Aminata, vous êtes aussi une écrivaine de talent, je l'ai dit en introduction, vous avez beaucoup écrit, entre autres ouvrages, Le viol de l'imaginaire, La gloire des imposteurs, L'Afrique humiliée, L'Afrique mutilée. Dans La gloire des imposteurs, précisément, avec Boris Boubacar Diop, l'écrivain et journaliste sénégalais, vous lui avez dit en substance, Boris Boubacar, la France est en train de voler le Mali sous prétexte de protéger les djihadistes. En substance, c'est ce que vous avez écrit à Boubacar Boris Diop dans La gloire des imposteurs. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, c'est votre position? Parce qu'on se rappelle, vous avez dénoncé l'intervention de la France au Mali dans votre pays. Bien sûr. Non, aujourd'hui, plus que jamais, le prétexte demeure d'ailleurs, j'ai lu la dernière résolution sur l'aménagement, on fait du Mali une menace pour la sécurité internationale. C'est énorme, c'est une lourde responsabilité. Et quand vous dites cela, vous justifiez le fait que nous sommes en danger et nous mettons les autres en danger. Et c'est le Mali et les autorités maliennes aujourd'hui qui sont montrées du doigt. C'est comme si tout ce qui nous arrive, nous sommes entièrement responsables de notre situation. Nous sommes, de mon point de vue, un pays dans le monde. Et ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que l'une des expressions d'une crise plus globale, systémique, qui pousse l'Occident à aller chercher ailleurs bec et ongle les ingrédients de ce qui lui importe plus que tout au monde, c'est-à-dire le profit. Moi, je me réjouis d'avoir entendu ces derniers jours le pape François revenir sur le fait que, s'agissant du djihadisme, que ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre d'intérêt, d'argent, pour les ressources naturelles et de domination des peuples. Tout est là, tout est dit. Lui, je ne crois pas qu'il soit altermondialiste, mais il a le courage de nommer les choses. D'accord. Par rapport à l'intervention française, justement, on a vu que l'armée malienne a détalé. La France est venue pour quand même stopper la menace djihadiste. Est-ce qu'on ne peut pas dire, entre guillemets, que c'était de l'impérialisme vertueux? Je crois que l'intervention était préparée. Et par ailleurs, je me dis que nous sommes d'abord victimes de l'intervention franco-britannique en Libye. Et ce qui m'encourage aujourd'hui à porter davantage, à mettre l'accent sur la question de l'ONU, c'est précisément parce qu'on a assisté à la violation de la résolution 1973 qui consistait pour la communauté internationale à protéger les populations civiles de Benghazi. Ils en ont profité pour déstabiliser la Libye, alors que tous les chefs d'État, notamment les Africains, leur ont dit attendez, il se peut que Kadhafi accepte de changer, d'ouvrir, de démocratiser. Mais pour Cameron et Sarkozy, c'était trop tard. En fait, leur agenda était ailleurs. Il s'agissait de déstabiliser la Libye. Il s'agissait surtout de pénétrer l'Afrique subsaharienne dans le cadre des grandes manœuvres. Parce qu'il s'agit de manœuvres aujourd'hui de repositionnement des puissances occidentales et face à la Chine, et face aux BRICS. C'est ça que nous perdons de vue. Nous sommes dans nos guerres locales, fratricides. On perd de vue que ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas le nord du Mali. C'est le Sahel et au-delà du Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une guerre sans fin entre les puissances occidentales et les autres
qui ont émergé dans le cadre d'un jeu où l'Occident pensait être gagnant. Ministre Dramane Traoré, vous avez l'habitude de dire que le système de développement imposé par l'Occident a échoué partout. Qu'est-ce que vous préconisez pour quel modèle de développement vous préconisez pour l'Afrique? Moi, je pense que il y a, premièrement, on était dans un système du temps de la guerre froide. C'était gauche-droite, mais ce clivage demeure dans les pays occidentaux. Et si vous regardez la manière dont le jeu politique se déroule, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Europe, du Canada, et les citoyens voient suffisamment clair dans le champ politique. On sait qu'il y a d'un côté les tenants du capital, c'est un monde d'argent, de business, c'est sans pitié. De l'autre côté, il y a ceux qui disent l'homme, les droits, c'est bon, pour faire court. Il y a droite, centre, gauche, il y a une structuration du champ et du jeu politique en fonction d'enjeux. Qu'est-ce qu'on veut? La droite veut aller à l'assaut du monde dans ces contradictions, ceux-là même qui ne veulent pas d'émigrer chez eux et qui veulent que les gens, et que nos dirigeants assignent leurs concitoyens à domicile, ce sont ceux-là même qui ne visent que les richesses de ce continent pour gagner, pour des gains de compétitivité. Donc ces contradictions qui caractérisent la droite, une droite et l'extrême droite ne veut pas rien savoir du tout, on reste chez nous et on nous assigne ici, mais le racisme et l'arrogance aidant, ils pensent qu'eux, ils peuvent venir, ils ont le droit de venir. On force les frontières, on force les dirigeants à mettre en œuvre des politiques d'ouverture économique totale et impopulaires. Et de l'autre côté, il y a, je ne dis pas, la grande déception maintenant, c'est que la gauche elle-même, le virage libéral de la gauche qui pose problème aujourd'hui, qui est à l'origine du procès en trahison de notre ami Hollande, et cette gauche qui est malade du capitalisme pose problème. Alors vous me demandez, qu'est-ce que nous faisons dans tout ça? Le problème c'est que politiquement, nous sommes allés à leur école, mais aujourd'hui nous avons appris. Nous savons une chose, c'est qu'ils l'ont dit, De Gaulle l'a dit, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais il faut que l'Afrique intègre ça une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on arrête de croire que cette idée selon laquelle nous sommes l'avenir du monde, l'Eldorado, si cela doit se faire, et pour l'instant ça se fait au profit des multinationales, nos 5% de taux de croissance, 8%, et si cela avait un impact réel sur la situation des gens ordinaires, je crois qu'on n'assisterait pas à ce chômage massif, et au flux migratoire, à tous ces naufragés. Et puis, donc, quand vous me dites quelle alternative, elle existe. Essayons déjà, donnons-nous les moyens de comprendre que cette guerre n'est pas la nôtre, que c'est une guerre de repositionnement et que les multinationales, la France se bat pour ces grandes entreprises parce que c'est ça qui lui permet de sauver la situation localement. Aminata Dramane Traoré, on dit de vous que vous êtes une femme ambitieuse. Est-ce que vous avez une ambition présidentielle? Non, je leur ai dit, je n'ai aucune appartenance politique. C'est ça le drame des Africains en ce moment, suspicieux. Moi j'entends ça depuis longtemps. Quand j'ai commencé le pavage, on m'a combattu en disant qu'est-ce qu'elle cherche. Mais je ne cherche rien. Et rien ne m'empêche, si je voulais vraiment un poste politique, de m'engager dans un parti. La voie, c'est comme pour Ban Ki-moon. La voie, c'est une autre voie. C'est pas cette voie que j'ai empruntée. Alors ce procès d'intention consiste, disons, à te déstabiliser. Je n'entends pas ça, je n'écoute pas. Je pense que celui pour qui on a voté dans le cadre de cette crise sans précédent, il est là, il fait ce qu'il peut. Je crois que nous devons faire le maximum, chacun doit jouer son rôle en tant qu'intellectuel et critique
je mets les choses sur la table, je veux faire de telle sorte que tous les acteurs politiques qui ont vraiment envie de comprendre dans quel guêpier nous sommes aujourd'hui et comment nous en sortir, j'apporte ma modeste contribution. Aminata Dramane Traoré, vous avez choisi la journée panafricaine des femmes pour lancer votre candidature. Que vaut cette journée pour vous en tant que femme? Et puis vous inscrivez aussi votre candidature en parlant de l'ONU des peuples. Expliquez-nous ces formules-là. Oui, parce que le 31 juillet, c'est un jour effectivement de souvenir, d'hommage à nos aînés qui se sont battus dans un contexte où il fallait parachever la libération, les luttes de libération, consolider les indépendances. Et je pense que aujourd'hui, ce combat doit être renouvelé. C'est bien de leur rendre hommage, mais il faut aussi se poser la question de savoir si elles ne se retournent pas dans leur tombe en voyant que les puissances colonisatrices qu'elles ont combattues sont de retour. Et parfois je me dis, est-ce qu'on ne se moque pas de nous? Est-ce qu'on ne se moque pas des femmes? J'ai présenté un schéma hier pour rendre compte de la face cachée des autres. Moi, je veux bien qu'on lutte contre les violences sexuelles, sexistes. Et il y a tellement de choses à faire en termes de santé, les mariages précoces, les droits des femmes. Je me suis battue, en fait, depuis l'âge de 27 ans, je suis dans ces questions-là. Mais je me suis rendu compte, chemin faisant, que tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on ne nous dit pas, des enjeux commerciaux et tous ces accords militaires, migratoires, et les accords de partenariat économique et les programmes d'ajustement structurel. Et demandez les femmes ordinaires qu'est-ce qu'elles savent de toutes ces grandes questions qui sont débattues par-dessus la tête des femmes et des hommes d'ailleurs. Elles sont imbattables pour les questions d'élection. Les listes électorales, la transparence des urnes, il n'y a que ça. On va de colloque en colloque, tout le monde à la recherche de per diem, mais je n'assiste pas à l'émergence d'une conscience sociale et politique conforme, en réponse, en tout cas, qui soit à la hauteur de la gravité de notre situation. Et nous sommes 50% de la population. Et nous avons l'habitude de dire que cette moitié est aussi celle qui donne naissance à l'autre moitié, l'éduque, l'accompagne. Moi, quand les femmes de mon quartier, lorsque j'ai accueilli en 2005 des dizaines de refoulés, des expulsés migrants qui sont venus me voir, les enfants me disent, vous, nos mamans, faites quelque chose pour nous, nous ne savons plus où aller. Il n'y a pas de travail ici, on ne veut pas nous laisser passer. Donc, ils disent, levez-vous, battez-vous pour nous, parce que nos pères n'aiment que les fils qui gagnent et les épouses dont les fils gagnent. Sociologiquement, c'est fort comme message. Cela veut dire que nous sommes installés aujourd'hui, il y a une nouvelle hiérarchie des valeurs qui fait que cette notion de gagnant-gagnant a infiltré les mœurs, c'est dans tous les esprits. Il n'y a pas de sérénité possible, ni dans les ménages, ni dans les familles, ni dans les quartiers. On nous a embarqués dans une aventure qui consiste à dire que le monde est un marché et que chacun doit gagner sa part. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici, je vais chercher ma part. Et même si c'est dans le feu, même si c'est dans la mer Méditerranée, peu importe, puisque l'autre a quelque chose, il me faut la même chose. Donc c'est ce que nous appelons le virus libéral. C'est de cela que nous sommes malades aujourd'hui. La véritable menace, c'est ça. Et les élites ont le sentiment que notre temps
le temps de l'Afrique de gagner dans cette bataille pour les parts de marché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes les dindons de la farce. Ils ne nous laisseront pas. C'est-à-dire que l'Asie leur a fait le coup de copier les technologies. Ils ont délocalisé en Asie, mais ils ne feront pas de telle sorte que l'Afrique puisse en profiter. La désindustrialisation de l'Afrique, le chômage et le fait qu'on n'a pas de marché. Vous n'avez pas de marché, vous consommez les produits des autres, vous n'exportez rien, vous ne transformez rien et vous voulez avoir la paix et la sécurité. C'est pour ça que moi je pense que cette question économique est fondamentale. Je ne cesse de dire que la crise au nord du Mali est sécuritaire et humanitaire, mais éminemment économique. Aminata Dramane Traoré, vous aviez aussi l'habitude de parler des missions de maintien de la paix de l'ONU. Aujourd'hui, au Mali, il y a la MINUSMA. Et tout dernièrement, vous dites que le Mali est sous tutelle. Est-ce que la MINUSMA, pour vous, ne joue pas son rôle? C'est pas ça. C'est parce que c'est pas sur ce terrain que j'attendais l'ONU. Et quand, après la Deuxième Guerre mondiale, les gagnants ont dit plus jamais ça, ça veut dire plus jamais de guerre. Donc jusqu'ici, effectivement, ils ne font pas de guerre entre eux. Mais ils l'imposent aux autres. Et moi, j'ai été frappée par le fait que, c'est Ban Ki-moon qui le dit, et de 2000 à 2015, le nombre des casques bleus est passé de 40 000 à 105 000. C'est-à-dire ça a presque triplé. Précisément au moment où vous mettez en œuvre les objectifs du millénaire du développement. Alors, lui, la conclusion qu'il en tire, c'est qu'on fait confiance à l'ONU. Et il est fier du fait qu'on fait. Moi, j'ai dit non. Et ça me préoccupe. Parce que qui sont ces casques bleus? Et aujourd'hui, le Mali est un cas d'école. Quand le Mali a demandé, le gouvernement a demandé le retrait progressif des casques bleus parce que leur mandat n'est pas conforme à la nature de la menace, on ne nous a pas écoutés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, la mise en œuvre de l'accord, le développement, le problème, il est politique et institutionnel. Non, le problème, il est d'abord dans la nature de réformes néolibérales, économiques et institutionnelles non conformes à nos besoins. Le nord du Mali illustre le fait que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette crise-là. Cette crise, c'est-à-dire que les choses arrivent à un niveau de dégradation poussée, mais petit à petit, lorsque on nous a donné, moi je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune quand Air Mali parcourait les différentes régions. Nous étions dans un processus d'intégration nationale des différentes composantes et des différentes parties de ce pays. Cette intégration n'a pas eu lieu. On nous a dit assez tôt, débarrassez-vous de vos entreprises et c'est tous les services, c'est-à-dire le peu que nous pouvions faire, on nous a dit, bon, donc on a dépossédé l'État de ses prérogatives, on a vidé l'économie de son contenu, les trafics, toutes sortes de trafics, le Nord est devenu, disons, avant d'être l'épicentre du terrorisme, c'est d'abord la nature de l'économie, le trafic, et on impute l'entière responsabilité de cette dégradation à l'État. Moi, je dis que c'est un système. Il faut situer le Mali maintenant dans ce contexte global. Vous avez entendu parler du Brexit. C'est une chance pour l'Afrique de dire nous ne pouvons pas faire de miracle là où vous avez échoué. Si l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui est l'un des piliers du capitalisme, décroche de l'Union européenne, alors que l'Union européenne sert de modèle à l'Union africaine et de source de financement, il faut vraiment qu'on marque. Moi, j'ai espéré qu'à Kigali, on allait poser un temps soit peu les questions dans ce sens-là, en disant où en sommes-nous? Et à quoi la militarisation, c'est bien, mais la prévention, c'est mieux. Et cette prévention va passer par l'intégration économique, un véritable marché africain. Thomas Sankara l'a dit, nous n'avons pas de marché. Et quand j'ai dit 12% d'échanges seulement entre nos pays, le jour où nous aurons un marché, nous serons capables de créer des emplois. Nous pourrons, à ce moment-là, nous pourrons dire « je » au concert des nations. Mais aussi longtemps que nous allons chercher les déchets des autres et revendre les bric-à-brac des autres, on ne produit rien et on n'aura ni paix ni sécurité. Vous êtes assez optimiste pour votre candidature aussi, c'est la même chose, c'est le même sentiment qui vous anime?
êtes optimiste quand vous abordez les problèmes, les enjeux mondiaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ah par oui, rapport... moi je dis que je souffre de l'infantilisation des peuples, et plus particulièrement des femmes. J'ai le sentiment, j'ai le devoir moral et politique aujourd'hui de poser les questions en ces termes-là. D'accord. Aminata, merci de répondre à notre invitation encore une fois. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de rester fidèle au programme de Africable Télévision.